T'as quand même des aléas sur le terrain où tu sais pas trop ce qui va se passer. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Ada 8 mois en porte-bébé de l'autre côté de la frontière, donc en Birmanie, dans un camp militaire avec la junte en face. Et qu'on s'est dit, genre, on devrait pas être là. Tu te retrouves dans des trucs où tu passes un checkpoint, les mecs ils sont avec les calaches et tout, et puis regarde, ils sont là genre... Putain, c'est quoi ce délire ? Il y a un bébé de 8 mois dans la voiture. Toi, t'es là genre... Salut. Salut tout le monde, je suis hyper contente parce que c'est mon premier épisode de podcast filmé, j'en rêvais depuis des mois. Je suis hyper contente de recevoir 3 copines qui sont 3 meufs exceptionnelles, qui sont reporters et qui passent énormément de temps sur le terrain et qui sont, comme moi, pourtant des mères de famille. Alors vous allez voir, leurs histoires et leurs parcours sont passionnants. Je vous ai demandé sur Instagram les questions que vous aimeriez leur poser, on va essayer de répondre à tout ça. Alors comme toujours, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Cette vidéo est sponsorisée par Inconi, je vous en dis plus en fin de vidéo. Salut les filles, est-ce que déjà pour que les gens se rendent compte un peu qui vous êtes et se rendent compte un peu de votre travail, est-ce que vous pouvez faire un petit tour de table, expliquer pour qui vous travaillez, sur quel sujet vous avez pu travailler ces derniers temps? Alors, je m'appelle Laurence Jay, je suis photojournaliste, j'ai 39 ans. Ça fait 9 ans que je fais ce métier. Je travaille pour différents médias, donc je suis freelance, donc j'ai différents clients, et notamment le journal Le Monde, Paris Match, avec qui on a collaboré ensemble, et d'autres médias français ou américains. Voilà. Tu veux que je raconte un peu ce que je couvre ou pas ? Allez, vas-y. Ouais. Donc je Voyages. couvre différents terrains, plutôt des terrains de conflit, parce que c'est ce qui m'intéressait quand j'ai débuté ce métier. Donc mon dernier voyage était en Israël, du coup, Israël-Palestine, pour couvrir les attaques du 7 octobre et l'après, avec Manon, justement, pour Paris Match. Est-ce que vous travaillez souvent ensemble, en fait ? C'est la 3e fois qu'on travaille ensemble. Ouais, on a fait la Syrie ensemble début septembre. Ouais, on avait fait l'année dernière déjà Israël. Ouais, c'est vrai. Et re-Israël. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça commence, là, c'est bien. Et je collabore... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et donc j'étais en Israël et juste avant, j'étais en Syrie, donc du coup aussi avec Manon. Travailler sur les enfants du califat. Et du coup, photographe, ça fait un petit moment, hein, je crois. Combien d'années que tu fais ça ? Ça fait 9 ans, je me suis lancée en photo. Donc j'ai décidé d'être journaliste à 25 ans. D'abord en télé, parce que c'était plus simple. J'ai pas fait d'études de journaliste, j'ai un autre parcours. Ouais, ton parcours est intéressant d'ailleurs. Je sais pas si tu veux dire un petit mot. J'ai rapidement, pour pas prendre tout le temps, mais je me suis un peu cherchée. Donc j'ai d'abord fait une école de commerce où j'ai travaillé d'abord dans la mode. Donc j'ai fait tous mes stages dans la mode à Londres, à Paris et à New York pour me rendre compte qu'en fait je voulais être journaliste et raconter génial, ce que je voyais suite à une petite mission humanitaire aux Philippines. Et donc du coup j'ai décidé je voulais pas me relancer dans un cursus scolaire, donc j'ai décidé de faire des stages dans des agences de presse télé où j'ai appris la rigueur journalistique en écoutant mes confrères travailler sur leurs enquêtes et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le milieu du journalisme, et la photo c'est venu plus tard. Avec les conflits, tout ça. J'étais très curieuse de certaines zones de guerre, notamment des révolutions arabes, la Syrie en 2011, et en 2013 je suis allée en Syrie avec un appareil photo parce que c'était plus simple pour moi en termes logistiques qu'une caméra. Enfin voilà, je me sentais plus à l'aise, et c'est comme ça que j'ai commencé ce métier en 2013-2014. Ok. Ça va faire 10 ans déjà. Et toi, Manon ? Alors moi, Manon Kérouï-Brunel, et je suis grand reporter à Paris Match. Moi, j'ai été très longtemps à la pige aussi, une bonne quinzaine d'années, je dirais. Il y a 1 an et demi, j'ai décroché ce genre de Graal d'un CDI. Qui est rare dans le journalisme, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Un CDI de grand reporter, donc ce qui est assez génial, c'est que ce statut, en fait, il te permet de couvrir 10 pays par an. C'est-à-dire que on a une liberté folle. Je fais une fois Israël, une fois l'Ukraine. Là, je rentre juste d'Ukraine. Donc, on était en Israël juste avant, la Syrie. Je vais au Brésil en janvier. Donc, c'est hyper varié, avec le confort d'avoir une grosse rédaction derrière, une grosse machine et des moyens qui nous permettent et de bien travailler et de bien payer nos collaborateurs aussi sur place, parce que c'est hyper important de ne pas bricoler avec les fixeurs. Voilà, donc moi je dis pas mon âge parce que à partir d'un moment on le dit plus. Mais ouais, ça fait un petit paquet de temps maintenant que je fais ça. Trop cool. Et toi, Charlène ? Profil un petit peu différent, mais tout aussi passionnant. Un peu différent parce que moi, je travaille plus en photo. Je l'ai fait pendant 3 ans. J'avais commencé sur les sujets environnementaux en France, en Bretagne particulièrement, et on est
parti avec mon conjoint qui est vivre à reporter Hong aussi. Kong, qui est reporter aussi. On est parti s'installer à Hong Kong. Et puis en fait, on est arrivé en même temps que le Covid. Et donc, ça a été une période un peu particulière, très difficile en Asie pour y travailler. Et donc voilà, il s'est passé plein d'aventures jusqu'à ce qu'on revienne finalement s'installer en France en janvier 2022, où j'ai commencé à travailler en politique. Je travaille pour un homme politique et donc voilà, c'est un peu différent. Et mon conjoint, lui, est toujours reporter. Normalement sur la zone Asie, mais c'est variable depuis peu puisqu'il revient d'Israël aussi. Reporter presse écrite justement comme On a croisé du coup. Qu'on a croisé. Ouais, c'est vrai qu'on a dîné avec lui. Et nous, on s'est loupé de peu avec Jérémy, je crois à 2 jours près. Il m'a laissé un gilet pare-balles chez Oui. le loueur de voitures et on s'est loupé, ouais. Petit monde des grands reporters. Ouais. Bien, ce qui est rigolo, c'est que là, autour de cette table, on est 3 sur 4 à avoir un mec qui est aussi reporter. Y a Et pas toi, moi. Manon, non, en fait. Moi, il a des hôtels qu'il administre, je vais encore dire que je sais pas bien parler de son métier, mais c'est encore. Mais du coup, ouais, absolument rien à voir avec le monde de la presse. Et à la fois, je pense que vous, du coup, vous pouvez partager plein de choses avec eux. Mais moi, j'ai la facilité de me dire que quand je parle, lui, il reste, en fait, parce qu'il bouge pas. C'est les piliers un peu. Ah, c'est lui, il dit qu'il est le rock pour nos filles. Et c'est vrai, en fait, moi, je défile, mais lui, c'est le point d'ancrage et c'est hyper confortable pour moi, c'est sûr. Quand je pars. Je suis pas sûre que j'aurais le courage de partir sinon. Ah ouais je sais pas, je pense que ce serait plus dur. Question qui reviennent souvent des abonnés Instagram. Est-ce que c'est facile d'être en couple quand on est une meuf reporter ? Qui se lance ? Vas-y, c'est parti. Non, mais alors, tu sais, je pense que longtemps, en fait, c'était un privilège d'homme de partir faire ce métier, surtout sur des zones de conflit, et que les nanas avant nous, elles ont sans doute beaucoup sacrifié, en fait, à leur vie perso. On leur a fait croire que tu pouvais pas tout avoir. En fait, là, on le sait, et j'espère que celles qui viendront après nous, elles le sauront, et je le dis donc haut et fort, on peut exiger de tout avoir, et c'est une grosse question logistique essentiellement, mais la légitimité de le faire, elle se pose plus. Enfin, après, on est tout empêtrés à des niveaux divers dans la culpabilité, mais ça, c'est à nous de le régler. Mais voilà, une fois qu'on s'est dit ça, déjà, qu'en fait, il y a eu tellement de nanas qui, pendant des années, sont occupées des enfants et on leur a jamais tressé des lauriers. Moi, mon mari, je lui dis que c'est super, mais je le remercie pas, en fait. Il fait ce que plein de nanas font, en fait, pour les enfants. Moi, je l'ai pas pris en traître, je faisais déjà ça quand on s'est rencontrés. Quand on a fait des enfants, il n'était pas question d'arrêter. Donc, je pense que si les choses sont claires, finalement, être une femme reporter, je trouve qu'il y a plein d'avantages après sur le terrain à l'être. C'est toujours la question qui revient, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient sur le terrain ? Moi, je trouve que c'est un avantage. Après, t'as des désavantages quand même. Lesquels, par exemple ? Des attouchements, tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est arrivé, ça ? Ouais, ça m'est arrivé en Irak. Moi, j'ai eu peur plusieurs fois, mais même à Paris, au-delà d'être à Paris, partout, mais du coup, partout et aussi donc à l'étranger. Et c'est compliqué, ça peut être compliqué à gérer. Mais je trouve que quand même, c'est plus un avantage qu'un inconvénient, dans le sens où effectivement, ça nous donne accès à la moitié de l'humanité, quand même. Oui, parce que dans certains pays, c'est vrai que les reporters hommes n'ont pas forcément accès aux femmes, alors que nous, on a accès aux deux côtés, ce qui est quand même un sacré avantage. Tu vois, en Afghanistan, jamais un homme étranger mettrait un pied dans une maison. Non. Donc moi, j'ai vu des confrères qui faisaient des interviews de femmes à travers un mur. Bon, ça se fait, mais t'as quand même pas... le même rapport et du coup la même matière journalistique que tu peux ressortir. Et c'est vrai que comme on est des femmes occidentales, les hommes par contre acceptent de nous parler. Oui. Troisième sexe. Ouais, c'est ça, du coup on n'est pas vraiment catégorisé comme une aliens. femme. Ouais, c'est vrai. Il y a une espèce de... Ouais, c'est étrange, mais on nous donne aussi souvent l'accès et aussi je trouve qu'on se méfie moins de nous, ce qui nous permet de... Voir on a envie de nous faire plaisir. Voir on a envie de nous faire plaisir ou parfois... On nous prend moins au sérieux, mais parfois ça peut être être utile pour aussi nous. parce qu'ils se méfient moins, ils nous laissent avoir accès à des choses. Mais ça, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que c'est un avantage, à part quand t'as un mec super collant ou t'es un général. Ça nous arrive quand même assez souvent. Oui, surtout que nos interlocuteurs, c'est souvent des mecs. Oui. Que ce soit les militaires, les responsables. C'est très patriarcal, les pays qu'on couvre souvent. Donc, Après, t'as la question qui se pose, est-ce que tous les mecs assument d'être avec des nanas comme nous ? Ouais. Alors ça, pour revenir au couple, c'est ça, parce que c'était ça ta question. c'est vrai que ça peut, disons, plaire au premier abord, mais sur une relation de longue durée, ça peut vite s'essouffler. Faut pas prendre trop de place. Je pense que ça impressionne beaucoup, mais après, ça dépend de la personne, mais ça peut prendre trop de place, alors que d'habitude, c'est plutôt...
notamment ce métier, un métier d'homme dans le. Ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins. Ouais. Mais jadis, c'était plutôt ça, et c'était plutôt. T'as un statut qui va avec ce travail. Je trouve de couvrir des conflits, tout ça, ça offre un statut. Et, mais c'est vrai que. Bon, je sais pas, j'ai plusieurs expériences, mais ça peut être un frein, je pense, pour certaines relations, ce travail. Je pense. En tout cas, c'est ce que je peut-être ressenti, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, parce que bon, comme toi, c'était pas pris en traître, hein, mon compagnon, il m'a rencontré journaliste, il est journaliste aussi, donc il comprend très très bien ce métier, mais et j'ai pas du tout ce problème, c'est très sain, parce qu'il y a un rapport très sain. En fait, il faut des mecs qui n'ont pas de problème d'ego, tu vois. Qui n'ont pas de problème d'ego, qui soient équilibrés, qui soient bien dans leur tête, et du coup, il y a plutôt une fierté saine et honnête de la part de notamment mon compagnon. Mais je pense que pour d'autres femmes, ça peut être compliqué. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que dans notre couple, justement, il est solide aussi parce que on peut avoir tous ces types de conversations et qui sortent aussi d'ailleurs de côté trop logistique qu'on peut avoir parfois dans le couple. Donc vous parlez beaucoup boulot, en fait, beaucoup de l'actu, beaucoup de... On parle énormément boulot et on adore ça, en fait. Et toi, Manon, d'ailleurs, un mec qui n'a rien à voir, est-ce que vous moi, parlez boulot Non, pas jamais du tout. Non. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à ce que je fais, mais il y a aussi, je pense, une inquiétude du profane. Comme tu vois, lui, il ne va pas sur ces terrains-là. Donc je le préserve quand même un peu, surtout avant de partir, parce que je n'ai pas envie qu'il gère déjà les 2 gamines, qu'en plus il se fasse des gros coups de stress. Donc je suis assez évasive sur ce que je vais faire et où je vais aller. D'accord. Je mens pas, mais tu vois, j'appuie pas sur les détails. Et après, au retour, en fait... comme j'ai été sur le terrain avec ou Laurence ou mon photographe habituel Alvaro, en fait, j'ai tellement débriefé sur le terrain que quand je rentre, j'ai vidé mon sac. Si tu veux, j'ai pas... Si j'ai besoin, je le sollicite, mais quand on se retrouve, j'ai envie de laisser ça derrière. J'ai envie plutôt qu'il me raconte ce que les filles, elles ont fait quand j'étais pas là. Donc nous, c'est évident que notre relation, elle n'est pas du tout bâtie sur cette passion commune, puisque... Voilà, ça veut pas dire qu'il s'intéresse pas, mais il est pas professionnel de l'actu. Donc les discussions que je peux avoir avec lui, comme tu disais, toi, sur l'Ukraine ou Israël-Palestine, évidemment, elles seront jamais aussi pointues que quand 2 professionnels s'affrontent. Ouais. Et voilà. Et Dieu sait que ça peut être des conversations animées, voilà, en général. Donc on n'a au moins pas ça comme sujet d'engueulade. Ouais. Mais ouais, voilà, nous, c'est un truc qui reste en dehors de mon foyer, ouais. Ok, donc, ça peut être cool en même temps d'avoir cette petite bulle. Ouais. Je pense qu'on n'a pas toutes les trois. Ouais. Peut-être on parle trop boulot. Moi, je parle tout le temps boulot avec mon mec, mais non-stop. On ne parle que de ça. On débriefe chaque journée, mais même des reportages. Moi, ce soir, il a fait une journée qui est passionnante. Il va me raconter ce soir. J'ai hâte de rentrer pour qu'il me raconte. Et quand je suis en Israël ou ailleurs, je débriefe. Elle l'appelle 15 fois par jour. Non, le soir, c'est pas vrai, t'exagères. Même on s'écrit. Non, c'est vrai qu'on s'écrit beaucoup. Permanente. On s'écrit beaucoup, ouais. Et le soir, on s'appelle, ouais. On débriefe et tout, non, c'est vrai. Et moi, truc qui est pas du tout mon profil de base, hein, parce que d'habitude, je suis pas du tout appelée. Non, mais vraiment, c'est parce que c'est Luc. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'échanger. Alors, on parle de plein de sujets différents, qui évidemment rien à voir avec nos métiers, mais c'est vrai qu'on aime bien. Il me raconte sa journée. Du coup, c'est passionnant, et moi je raconte la mienne, et oui, on parle beaucoup de travail, mais de tous les sujets différents. Donc moi j'adore personnellement, je trouve ça génial, mais on fait pas que ça, mais c'est vrai que ça fait partie c'est vrai qu'on en parle quand même pas mal, quoi. Moi ça a toujours été important pour moi. On est toutes les 4 mamans. Mais t'es dans le lot, toi aussi. Oui, je suis dans le lot aussi, peu de gens le savent sur YouTube, mais je suis maman aussi. Déjà, quel âge ont vos enfants respectifs 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est une petite fille. Une petite fille. Laurence, c'est un petit garçon. Petit garçon. C'est la seule à avoir un garçon d'ailleurs ici. Mais c'est bien parce que j'ai que des petits gars autour de moi. Donc, il a 8 mois. Ok, c'est le plus petit de la bande. Et toi, maintenant, ils sont plus âgés. Elles ont 8 et 10. Ok, donc plus grandes. Problématique un peu différente à mon avis. Oui, c'est pas les mêmes arrangements. Voilà, première question qui me vient à l'idée. Et toi? Et oui, c'est vrai. Et moi, elle a 15 mois, une petite fille. Et la question que je me pose, et que je me pose aussi à moi-même, en fait, c'est à quel moment on a pu se dire que c'était OK de faire un enfant avec ce métier, et que ça allait marcher nickel, et que ça allait bien se passer. À quel moment vous vous êtes dit, OK, je fais un gamin et... Je crois qu'on a oublié d'y penser. Ouais. Écoute, moi, je crois que je me suis pas posé non plus 1000 questions. Encore une fois, j'avais cet avantage d'avoir en face, comme partenaire, quelqu'un d'hyper fiable, qui avait
un salaire fixe, etc. Donc j'avais pas cette peur de la précarité, ni après de me dire mais qui est-ce qui va s'en occuper. C'était clair que ce serait lui. C'est-à-dire, je pense, m'a permis d'enchaîner 2. Parce que tu vois, avec un an d'écart, ça tu disais. Elles ont 2 ans, ouais, mais du coup je suis retombée enceinte quand la première avait 1 an. Et moi j'ai bossé jusqu'à 8 mois sur le terrain, quoi. Enfin, je suis allée en Syrie, j'étais enceinte de 7 mois et demi. Mais j'étais hyper en forme. Enfin, moi je me suis jamais sentie malade. J'ai de la chance. Ouais. Non, mais tu vois, les congés mat classiques, les nanas, elles bossent. Enfin, quand tu fais un autre métier, tu bosses jusqu'à 8 mois et c'est du temps de gagner pour être avec l'enfant après. Donc, moi, je me suis vraiment astreinte à faire comme un métier classique. Donc, ouais, j'ai bossé tard. Et puis, honnêtement, ça m'a pas du tout encombré. Enfin, je trouve que c'est plus dur maintenant. C'est qu'en presse-écrite, t'as pas le matériel à apporter. Moi, j'avoue que j'étais Ouais. un peu encombrée au bout du 7e ou 8e mois, c'est avec le poids sur le dos. Le gilet ça pare-balles, commence- il reste pare-balles, c'est le dur. même. Mais Oui, ça, on en parle que C'est pas adapté. Pas adapté du tout. Un gilet pare-balles pour une Ouais, enceinte. ouais. Et t'as pas eu des commentaires sur le fait que t'étais en Syrie à 7 mois et demi, tu vois, genre... Tu me voles mes t'es- questions, bravo, merci. Oui, je t'en prie, vas-y. Non, mais en fait, ce qui était marrant, c'est que c'est un homme qui m'a envoyé là-bas, c'est Cyril Drouet, là, du Figaro Magazine, qui m'a dit, écoute, j'ai même pas voulu amener dans la discussion le fait que t'étais enceinte, parce que c'est ton corps, ton choix, ta décision. Je trouvais ça assez élégant. C'est moi qui lui ai dit, et par ailleurs, je voudrais te rassurer sur le fait que je suis allée voir le gynéco, mon col est bien fermé, donc si ça peut te rassurer. Je vais pas coucher en Syrie. Ouais, voilà, tranquillement là-bas. Et sur place, en fait, on était beaucoup, tu sais, avec les peshmerga, les femmes kurdes combattantes. Donc, elles avaient laissé leurs gamins, en fait, pour aller faire la guerre. Donc, ça a créé même une connivence et un respect mutuel parce que on avait chacune fait des sacrifices pour être là. Et pour elles, c'était... tu vois, ça a vraiment, ouais, je pense, créé du lien. Et elles étaient hyper mignonnes avec moi. Elles me mettaient un petit coussin pour dormir par terre parce qu'on n'était quand même pas... Et la sortie de Syrie, ça avait été un peu plus rocambolesque parce que la frontière s'est refermée, que le chemin de traverse qu'on voulait emprunter ne marchait plus, qu'on s'est retrouvé à devoir aller dans le coffre d'une bagnole. Mais moi, j'étais énorme, quoi. Parce que t'as 7 mois et demi, tu vois, donc... Pour traverser la frontière vers l'Irak, c'est ouais. ça? Et je sais pas combien de temps ça dure, en plus je suis claustro. Et curieusement, ma fille est claustro maintenant. Ça me vaut quelques séances de psy. Mais bon, voilà. Mais sur la partie terrain enceinte, moi j'ai trouvé que c'était. Bon, ouais, c'était un bagage un peu comme un autre. Comme tu disais, t'es un peu plus lourde, tu peux moins courir vite, mais voilà. C'est ça, hein. C'est quand même... Ouais, non, mais après ça dure pas si longtemps que ça. Le retour terrain. Le premier reportage, c'est marrant parce que du coup, quand on est parti en Syrie, c'était le premier retour terrain de Laurence. Donc je savais exactement par quoi elle allait passer. Bon, moi, après son enfant. Ouais. Mais je trouvais ça chouette que, tu vois, qu'on le fasse ensemble. Ouais. Parce que s'arracher à ton gosse la première fois. C'est dur. Bah tiens, on va en parler juste après. Tu fais pas la maline, quoi. Et moi, c'est mon mec qui m'a vraiment foutu dehors, quoi. Littéralement, parce que. Ça, c'est cool. Je suis repartie, elle avait 3 mois, la première. Et il me dit, mais il est à quelle heure ton avion? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je tournicotais, j'arrêtais pas de l'embrasser, tu sais, je prenais vraiment comme si je pouvais faire des provisions, quoi, de son odeur. D'amour, ouais. Et de Kana, puis il m'a dit, non mais là c'est bon, il a pris ma valise, il m'a mis dehors, et il a dit, je gère, merci, au revoir. Et je pense qu'en fait, s'il m'avait pas vraiment foutu dehors, j'aurais souhaité rater mon avion, et je sais pas comment, tu vois, le retour au boulot et se remettre le pied à l'étrier se serait passé si j'avais pas eu finalement ces... Elle avait quel âge, tu disais? 3 mois. 3 mois, ouais. Donc le délai légal, enfin le délai un peu normal de retour au travail, comme n'importe quel boulot. Ouais, quoi, et je pense qu'en fait, plus t'attends, plus c'est dur. Oui, bah ça on en va en parler, je pense. Mais que... je la laisse raconter, ouais, le premier. Mais attends, d'abord, à quel moment tu t'es dit que c'était ok de faire un enfant? Moi, je veux ta réponse quand même. Je me voyais maman, mais j'aurais, enfin, dans l'absolu, si tu veux, j'avais pas ce désir de la maternité. Par exemple, je n'aurais sans doute pas fait d'enfant toute seule. Je m'en sentais pas capable, notamment avec notre métier. Du coup, mais là, j'avais affaire à Luc, donc, qui est très solide et qui te dit que même au niveau de ta carrière, il va se mettre en retrait pour que toi tu puisses, enfin c'est ce qui m'a, enfin que vraiment qu'il allait, comment dire, ouais, que je puisse toujours travailler malgré la maternité et tout, pour pas que ce soit un sujet pour nous. Donc du coup c'est très rassurant, très chouette. Et du coup oui, assez vite, parce que je suis tombée enceinte 1 an après notre début d'histoire, même un peu avant. Bon, après j'ai fait une fausse couche, bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais oui, 1 an après, j'étais enceinte de mon compagnon, et du coup ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble, ça fait 2 ans et demi.
Et voilà. Mais oui, dans l'absolu, je voulais des enfants, mais c'était pas un désir que j'avais depuis. On se l'interdit peut-être un peu avec ce métier aussi, c'est compliqué. Après, je pense que j'ai pas trop réfléchi non plus, parce que j'avais quand même 37 ans, 38 ans. Du coup, j'ai accouché à 38 ans. Donc, du coup, c'est vrai que c'est... voilà, c'est arrivé quand même tout de suite, à chaque fois. Donc, mais oui, c'est un chamboulement, un gros chamboulement. Nous, on est parti s'installer à Hong Kong. J'étais enceinte de 3 mois. La conception a été faite à Bayeux. Ok, le festival des reporters de guerre à Bayeux. Quelques litres Voilà. d'alcool. Donc bon, non. Ok, voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Vous avez quand même toutes bossé enceinte, moi compris. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait quand même halluciner parmi les questions des abonnés, c'est que personne n'a pensé à poser la question de la grossesse. Je pense que c'est même pas imaginable pour la majorité des gens qu'on parte sur le terrain enceinte en fait. Je pense que c'est même pas imaginable. On avait décidé de partir à Hong Kong avant que je sois enceinte. On s'est dit que bon, c'était presque un bagage comme un autre et que voilà. C'était pas tout à fait ça. C'était un peu sport. Un peu naïf quand même pour prendre cette décision. On était un peu naïf, mais parce qu'en plus, c'est vrai que de par ce métier, tu te retrouves dans des situations. Typiquement, je parlais de la Corée du Sud, on travaillait sur le début du Covid et leur gestion du Covid en Corée du Sud. Bon, bah, ça a pas loupé. À la fin, j'ai attrapé le Covid. J'ai été quand t'étais enceinte en plus. Voilà, mise à l'isolement en Corée du Sud. Ils parlent pas trop anglais. Ils rigolent pas, quoi, là-bas. Non, ils rigolent pas du tout. C'est pas comme en France. T'étais enfermée, je crois. J'étais enfermée dans une chambre d'hôpital avec une caméra H24 pour vérifier que j'allais bien. Mais parce qu'au début, ils savaient pas du tout comment ça allait se passer pour les femmes enceintes, parce qu'ils avaient l'exemple du SARS de 2008, où en fait le taux de mortalité des femmes qui avaient le SARS était très très élevé. C'était 1/3 de femmes qui décédaient quand elles étaient enceintes. Donc ils avaient très peur que pour le Covid ce soit quelque chose de similaire. Et donc j'ai été très surveillée tout ce temps-là, et on s'est retrouvés effectivement à la fin du reportage. Je ne m'y attendais pas du tout, j'avais très peu de symptômes, et en fait ils m'ont détecté le Covid. Et donc, Jérémy était envoyé en quarantaine dans un hôtel à 10 km de là. Et puis vous ne pouviez plus vous voir, il n'y avait plus de contact. Alors, on pouvait s'appeler. Tu étais enceinte de combien de mois à ce moment-là ? J'étais enceinte de 6 mois. Ah, quand même, ok. Ouais. Et on a choisi le prénom de notre fille quand lui était dans sa chambre d'hôtel en quarantaine et moi dans la chambre d'hôpital, parce que je lui ai dit à un moment, j'aimerais bien parler un peu à quelqu'un. Il se trouve qu'il y a quelqu'un dans mon ventre, mais il faut qu'on lui trouve un prénom. Et donc on a trouvé à ce moment-là. On avait le temps, du coup. On avait largement le temps, c'était très très long. Et voilà, et donc c'est le jeu. Enfin, voilà, ce serait pas arrivé si on avait fait un autre métier. En fait, ça reste assez simple, même quand t'es enceinte, je dirais. Quand t'es enceinte, bah voilà, et puis si en plus à l'intérieur t'es en forme, t'as les hormones, tout ça, c'est pareil. Moi, je bossais jusqu'au dernier jour. J'étais même dégoûtée parce que Le Monde m'avait mise en commande pour la première fois pour faire le portrait de Jimmy Lai. T'es partie accoucher. Et en fait, j'ai accouché genre la veille. Ouais. J'étais là, non, c'est dégueulasse. C'est la première commande pour Le Monde. Ouais. Et du coup, j'ai dû les appeler en disant, en fait, je viens d'accoucher. Limite, je suis désolée. J'aurais pas dit je suis désolée parce que j'étais dans un état, bref. Mais voilà. Mais hormis ça, hormis l'accouchement, et si t'es pas bien du tout, si t'es malade, ça se gère totalement bien de bosser enceinte, moi je trouve. Putain, moi j'ai fait j'ai galéré. Moi, les 3 premiers mois, c'était même pas un rêve. Et j'ai eu plein de problèmes. Bon. Et par contre, je suis partie en Ukraine quand même, à 5 mois. Ça a été toute une négo. C'était pour Le Monde. Ils ont été parfaits. Franchement, ça fait quelques allers-retours. Mais finalement, je suis partie. J'ai vu le médecin du travail. On a établi un truc qui fait que j'ai pas pu aller dans une zone nucléaire, donc Zaporizhzhia. Et pas de ligne de front. Donc, je suis quand même allée dans le Donbass, mais pas sur le front. Après, le front, il y a 10 bornes. Mais ça, c'est le journal qui te l'a imposé, c'est le journal. Ouais. Et par contre, je pouvais vraiment pas courir. Puis moi, avec le gilet. Puis, quand il y a eu le bombardement à Kiev, il y a mon boss qui m'a appelé, qui m'a dit ça va, t'inquiète. Moi, j'étais comme d'habitude, quoi. Rien de. Après, avec le recul, maintenant qu'il est né et tout, parce que en fait, quand t'as un enfant dans le ventre, moi, je l'ai pas du tout imaginé, Nolan, avant qu'il naisse. Du coup, j'ai même flippé. Je me dis, est-ce que je vais m'attacher à lui parce que tellement je l'ai pas imaginé que. En fait, bon, évidemment que quand t'accouches, après, c'est très différent. Mais du coup, avec le recul, je sais pas si je le referais. En tout cas, sur le moment où je suis partie, c'est très bien passé. Et j'ai pas eu de crainte. J'étais comme normale, quoi. J'ai mis le gilet, mais que j'ai vite enlevé. Parce qu'en fait, même s'il était plus léger, c'était les gilets du journal Le Monde. Ils sont vraiment bien.
Je l'ai quand même enlevé parce que ça fait un poids quand même sur le ventre. Mais non, mais ça m'a pas perturbée plus que ça. Parmi les questions des abonnés Instagram, c'est vraiment est-ce que c'est possible en fait d'être mère de famille et Mais reporter ? Et évidemment, C'est oui, possible, mais c'est pas simple. Non. Il faut quand même être honnête. J'ai accouché en avril, début avril, et j'ai pas pu travailler avant septembre, fin août, septembre. Donc on est parti. En fait, je ne pensais pas que ça me déchirait le cœur de partir comme ça. Moi, si tu veux, Surtout, t'as envie de rebosser. j'avais envie de rebosser. Surtout que tu disais avant, genre, je pense Mais- qu'au bout de mais- 3 semaines, c'est bon, je suis repartie. Ouais, en fait, non, mais Je me surtout disais pareil, qu'en fait, hein. on me posait la question comment tu vas faire la question quand tu es enceinte, comment vous allez faire quand l'enfant va naître, est-ce que vous allez continuer à couvrir des terrains de guerre, est-ce que vous allez continuer à partir comme vous le faites? Et je fais évidemment. Question, En t'as fait, raison qu'on pose pas aux mecs. on pose hein, pas aux je- mecs. Ouais, on ne pose jamais Et ces ça questions. m'agaçait. Jamais. Et puis, au contraire, je m'étais dit non mais attends, je vais être contente de repartir parce que du coup je pourrais quand même un peu dormir, enfin bon tu vois. Et en fait Oui, maintenant on dort en mission, ce qui Ouais, n'était voilà. pas le cas avant. Hein. Ouais. Mais maintenant on et se en fait, repose. quand j'ai dû quitter mon fils pour la première fois, je l'allaitais. Donc en plus je voulais conserver l'allaitement. Enfin c'était toute une histoire. Ah, mais ça, j'ai trop envie que tu me racontes. On va Mais en en parler fait, après. moi, de- je vais En gros, raconter, je suis moi, partie. Oui, je crois qu'elle a été Ouais. témoin de certaines Mais choses. ça m'a fait mal au cœur de partir. Genre, j'ai eu de la peine, quoi. J'ai culpabilisé, j'étais en larmes quand j'ai rejoint Manon, qui a tout de suite capté, qui a vu ma tête. Elle a dit c'est bon, on va discuter. Et du coup, bon, voilà. Mais oui. Après, le reportage, c'était top. Effectivement, j'étais à fond dans le sujet et tout. Mais quand même, j'ai culpabilisé. Malgré tout, j'ai culpabilisé. Enfin, j'ai bien vécu le terrain, parce que franchement, super cool de faire ce terrain-là, super intéressant, super. En plus, c'est un des sujets qui nous tiennent à cœur, tout ça. Mais effectivement, j'ai pleuré. En partant, j'ai même fait pleurer ma belle-mère, qui m'a vu pleurer. Du coup, elle avait les larmes aux yeux. Et j'ai pleuré au retour. Puis après, quand ils sont grands, c'est eux qui pleurent et du coup, tu pleures de les voir pleurer. Alors là, c'est le jackpot. Tu m'as dit que Ça, je le vis pas encore. Oui, moi j'ai trouvé ça. Avant, je trouvais que quand nous on les quitte bébés, c'est nous qui souffrons. Et parce qu'eux, ils réalisent pas vraiment. Ils se rendent pas compte. Ce que je disais à Laurent, je dis vraiment, ça peut te déculpabiliser. Ton fils de 8 mois, du moment qu'il a des bras le soir et qu'il est dans son environnement, il va pas le voir passer la semaine. Ça, je suis C'est d'accord. vrai. C'est plus ils grandissent, plus. Bah, et surtout, après, ils formulent, ils expriment. Oui. Hein Il est où papa? Il est où papa? Il est où Non, mais papa? quand toi tu parles et tu fais ta valise et moi, elles me poursuivent dans le taxi en pleurant. En plus, c'est pour Oh, C'est horrible. L'enfer. Ah, c'est l'enfer. Donc, du coup, non, moi, je trouve que, comme tu disais, enceinte, c'était finalement la partie un peu facile. Et bébé aussi. Moi, maintenant, j'ai vachement plus peur de crever qu'avant. Enfin, Oui. tu vois, enfin, au début, je me suis dit, le fait de donner la vie, c'est comme si d'un coup, tu te découvrais mortel par la même occasion. Donc ça, il y a eu tout un truc à un moment où je me suis dit, bon, je me sentais vraiment invincible avant, quoi, même enceinte, hein, du coup, puisque je faisais la mariole à 7 mois et demi et tout. Et après, tout d'un coup, je me suis trouvée beaucoup plus vulnérable, mais pas physiquement, en fait, j'ai devenu un peu plus éponge, tu vois, j'avais un truc qui avait lâché au niveau des émotions et du cœur, donc toutes les histoires d'enfants, c'est clair. ça devenait ça, ça, c'est très dur. Je le trouve lien que- de la mère à Ouais. l'enfant, enfin, tu vois, quand Ouais. tu fais des sujets sur des mères qui ont perdu leur gamin, Franchement, c'est dur. honnêtement, moi, je fais que pleurer, ce qui est toujours un peu gênant, parce que t'es quand même censé poser des questions et pas renifler à côté. Je l'ai d'autant plus que maintenant, elle me challenge à 8 et 10 ans. Tu vas où? Tu fais quoi? Mais là-bas, il y a la guerre. Quand est-ce que tu reviens? Quelles sont les garanties que tu me donnes à ton retour? Et qu'est-ce qui est plus important que nous? Qu'est-ce qui justifie, en fait, que tu ailles te mettre en danger alors que bon, t'as 2 petites filles trop mignonnes qui t'aiment à la maison? Tu vois, et ça, c'est beaucoup plus chiant. En fait. Tu leur dis toute la vérité? Non, c'est comme à mon mari, je fais un... Mais après... non, mais après, c'est plus facile quand même de flouer des gamines de 8 et 10 ans. Mais l'Ukraine, tu vois, ce qui a été un conflit qui a été importé dans les écoles, là, c'est... L'Afghanistan, tout le monde s'en fout tellement en France qu'en fait, elles savaient même pas qu'il y avait des petites filles de leur âge qui étaient vendues, qu'elles pouvaient plus aller à l'école. Les talibans, tu vois, elles entendaient parler parce que c'est un peu mon obsession, mais personne les embêtait avec ça. Et là, à l'école, en fait, t'as vraiment des parents d'élèves qui la regardaient, tu vois, comme si elle venait de perdre sa mère, en disant, ma pauvre, j'ai entendu que ta mère était en Ukraine, donc elle revenait complètement terrorisée, la gosse, à la maison, en disant à son père, mais tout le monde me dit que maman, elle devrait pas être là-bas. À l'enfer. Après, il y a eu des collectes, ce qui était bien pour les enfants ukrainiens, mais donc, du coup... tu vois, elle pensait que j'avais rien à manger moi. Enfin, c'est... Et moi, j'aime pas quand je suis sur le terrain parler en fait. Donc, je fais des messages vocaux ou des petites vidéos et mon mari leur montre au moment opportun parce que des fois, tu tombes mal en fait. Hein. Quand t'appelles, tu lui fous le bordel dans sa routine à lui. Après, elles sont mal. Donc, du coup, et elle, pareil, elle m'envoie des vidéos et j'attends d'être vraiment disponible émotionnellement, tu vois, pour les recevoir. En fait, sinon, ça me sort trop.
de mon truc. Donc moi, je cloisonne vachement en fait. Quand je suis sur le terrain, j'appelle pas beaucoup. Je suis pareil. Je fais mon truc et je me dis qu'en plus, le plus je suis concentrée, le plus vite j'aurai terminé, je serai satisfaite de mon travail et je les retrouverai vite, et c'est ce que je leur dis. Après, je te dis, à cet âge-là, en fait, elle continue à faire combien de dodo. Et si alors, à la bourre d'un dodo, ben moi, je me mets la rate au courbouillon. Je suis vraiment prête à faire 3 escales et prendre un low cost pour arriver le jour J et cravacher comme une dingue, parce que je me suis engagée là-dessus et que je me fais tout un drame en me disant, elle m'attend et je serai pas là. Et ça, c'est une grosse charge mentale sur laquelle je bosse. C'est pas facile. Non. Charge que, encore une fois, je pense les hommes ont beaucoup moins que nous. Ils se posent pas ces questions-là. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a déjà, il n'y a pas la culpabilité. Ouais. Ça me... Pourquoi je ne sais pas. Il m'en a parlé avec mon compagnon. Il me dit, moi, je ne culpabilise pas quand je pars en reportage. C'est comme ça. Il a sa juste place, quoi. Et donc, il me dit de ne pas culpabiliser, mais moi, je n'arrive pas, évidemment. Mais après, c'est le début. Il a que 8 mois. Donc, Mais est-ce que vous pensez pas, c'est parce que justement cet imaginaire de femme qui voyage, que l'imaginaire de l'homme qui voyage, qui part à la guerre, qui est marin, qui part dans chaque port. Ouais, tu vois, c'est normal. Ils ont cette image culturelle. Enfin, il y a un truc où c'est tellement accepté, c'est même presque sexy. Patriarcal à fond. Ouais, mais dans Tu l'imaginaire... veux dire que nous, c'est pas très sexiste? Moi, je le trouve, je trouve. Mais dans l'imaginaire collectif, on va dire que c'est hyper accepté, quoi. Et je trouve que comme il n'y a pas beaucoup de références de femmes qui le font, on se dit qu'on est peut-être, inconsciemment, qu'on n'est pas vraiment à notre place. Je sais pas. Qu'on culpabilise. Je sais pas, j'essaie d'expliquer, de comprendre pourquoi. Moi aussi, j'ai cette culpabilité horrible. Je pense que la culpabilité est féminine, pas que sur les enfants, tu vois. Sur les parents qui sont malades, sur plein de choses. On passe notre temps à s'excuser d'être là, ou en tout cas avoir l'impression qu'on doit en faire 10 fois plus nos preuves. Tu vois, les problèmes de légitimité, les mecs, ils en ont beaucoup moins. Et je pense que ça va avec la culpabilité, en fait. Et c'est décorrélé de la grossesse, à mon avis, ou de la maternité. C'est féminin, en fait. Ouais. Pour qu'une femme accède à un poste de chef, c'est beaucoup plus difficile. Alors que pour un homme qui n'a pas la statue ou la carrure pour avoir ce poste, il va tout de suite accepter. C'est ce que me disait... Il va même candidater. Alors qu'une femme, la première réaction d'une femme, je parle de quelqu'un que je connais qui était chef dans un journal et qui me disait que justement c'était très dur de proposer. Il proposait aux femmes, mais qu'il fallait les convaincre. Alors que l'homme qui est plus, tu vois, qui a une telle confiance en lui tout de suite, c'est tellement acquis, il accepte comme si c'était un dû. En fait, c'est ancré dans la femme aussi. On est plus discrète, sur nous, on culpabilise. C'est un schéma de en politique aussi. Exactement pareil. Mais c'est en tenant bon justement sur ça, faire tout en même temps, la maternité et notre taf, qu'aussi on va se soigner, ou au moins on soignera celle d'après. Moi, le fait d'avoir 2 filles, je me dis que, tu vois, je vais au moins leur léguer ça. Là, elles me font la gueule quand je pars. Mais peut-être que dans quelques années, en fait, elles seront, sinon fières, du moins contentes. Et elles en retireront des bénéfices pour cette génération qui arrive. Ouais, elles ont un autre modèle. Tu vois, c'est confortable de dire que c'est militant, parce que finalement, c'est un truc très égoïste et j'aime ce que je fais. Mais quand même, au fond, je me dis que d'arriver, de s'astreindre à faire les deux et in fine ne plus être coupable, là, vraiment, tu vois, on aura fait bouger des choses. Faut qu'on revienne un peu à ton histoire aussi, Charlène, parce qu'on t'a laissé en pleine grossesse en Asie, en confinement, et c'est vrai qu'on n'a pas continué. Je voulais revenir un tout petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé après l'accouchement? Quand est-ce que vous avez repris le boulot? Est-ce que Jérémy a repris le boulot avant toi ou pas? Ah oui. À quel moment? Qu'est-ce que vous avez fait du bébé quand vous l'aviez, du coup? Eh bien, quand j'ai accouché, ça a été très compliqué, très dur. T'étais seule en plus, oui. Moi, j'ai jamais frôlé la mort sur le terrain, mais alors par contre, à l'accouchement, oui, tu vois, ça c'est mon terrain de guerre. D'ailleurs, c'est marrant parce que Jérémy, la chose qu'il a dite après l'accouchement, il a dit, mais en fait, l'accouchement, c'est la guerre des femmes. C'est vrai, quand ça se passe mal, c'est la guerre des femmes. C'est la boucherie et aussi. donc ça, c'est un peu comme Laurent, j'ai eu un postpartum pas forcément hyper évident. Je suis passée à 2 doigts de la dépression postnatale parce que c'était dur. On était arrivé à Hong Kong en pleine période Covid, donc tout était assez fermé. Nous, on s'était basé à Hong Kong parce que c'était le point idéal pour travailler sur toute l'Asie. Ouais. Asie du Sud-Est, Chine, sauf que toutes les frontières se sont fermées. Et non seulement les frontières étaient fermées, mais en plus, quand tu réussissais à sortir ou à re-rentrer, tu faisais 2 semaines de quarantaine. Donc là, enfermé dans avec un le bébé. hôtel. Et justement, voilà, au début, on n'est pas trop sortis. J'ai repris le boulot. J'ai eu ma commande. J'ai accouché en début juillet et commande mi-septembre.
Franchement, j'étais pas trop dedans, c'était un peu la cata, mais bon, ça c'est passé. Et vous laissiez l'enfant à et une nounou, en fait, là, ou... c'était la première fois qu'on l'a laissé à une nounou. Ok. Et au début, ça te fait bizarre, mais quand tu es dedans, encore une fois que tu es dans le boulot, voilà, tu es concentré sur ton boulot. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est rapidement retrouvés à se dire comment on fait. Donc, moi, je suis allée faire des portraits où j'emmenais ma fille de 1 mois, là, dans l'espèce de petit siège enfant. Donc, je suis allée faire le portrait de Joshua Wong avant qu'il termine en prison. Et il m'a vu débarquer avec un enfant d'1 mois et mon appareil dans l'autre main et lui dire, désolé, je la pose là, on fait le portrait. Mais parce que t'as pas le choix, je n'avais pas d'autre mode de garde à ce moment-là. Donc, quand ils sont tout petits, c'est possible de le faire. Et puis ensuite, c'est plus compliqué, c'est quand on a voulu bouger sur d'autres terrains, et notamment on travaillait ensemble, on est parti en Thaïlande. Donc là, notre fille avait 7-8 mois. Et on a dû faire la quarantaine en famille. Du coup, vous l'avez emmenée avec vous en Thaïlande. Vous l'emmeniez partout, en fait, avec vous. Oui, parce que le problème, c'est que si on la laisse à Hong Kong, qui la garde ? On n'a pas de famille. Enfin, on n'avait pas de famille. On ne va pas la laisser à une nounou, comme même on aurait... Enfin, voilà. Et puis, parce que le risque, c'est que tu ne sais jamais vraiment quand tu rentres. C'est-à-dire que quand on est parti en Thaïlande, on a fait nos 10 jours de quarantaine. Bon... compliqué avec un bébé quand même, hein, enfermé. Ouais, surtout de cet âge-là. Ouais. Il commence à crapahuter. Ouais, là c'était un peu compliqué, mais alors du coup tu rivalises de créativité pour inventer plein de trucs, plein de passe-temps, mais c'est dur. Et après bosser, c'était un peu compliqué parce que on est parti au nord, à la frontière avec la Birmanie, que en fait, t'as quand même des aléas sur le terrain où tu sais pas trop ce qui va se passer. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Ada 8 mois en porte-bébé de l'autre côté de la frontière, donc en Birmanie, dans un camp militaire avec la junte en face, et qu'on s'est dit genre on devrait pas être là. Mais le fixeur, c'est à ce moment-là, vous êtes dans la voiture, on y va. Voilà, c'était marrant parce que tu te retrouves dans des trucs où tu passes un checkpoint, les mecs ils sont avec les calaches et tout, et puis regarde, ils sont là genre putain, c'est quoi ce délire ? Il y a un bébé de 8 mois dans la voiture. Toi t'es là genre salut. Donc tu prenais des photos avec le bébé, on porte-bébé et les photos en même temps ? Ouais, j'ai essayé, mais en fait c'est là où tu te rends compte que tu peux pas du tout bosser avec un enfant. Enfin, tu peux pas bosser à deux avec ton enfant, c'est pas possible. Donc, en fait, on a pété un câble au bout de 3 semaines. Jérémy, lui, il n'arrivait pas à avancer. Il était en écrit, donc il n'avait pas ce qu'il voulait non plus. J'ai fini par partir plus tôt, aller en France. Et lui est resté 1 semaine de plus. C'est à cause de tout ça, cette expérience, cette organisation, que tu as décidé de mettre un peu de côté la photo pour aller dans la politique et que Jérémy continue. Comment cette décision s'est prise, du coup ? Pas trop réfléchi non plus. C'est-à-dire, quand j'ai eu la possibilité, encore une fois, on était en quarantaine, j'ai vu passer une offre. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait exactement moi. J'ai candidaté, ça n'a rien à voir comme boulot. Et en fait, j'étais prise. Et là, c'est vrai qu'on était très fatigués. Je pense que Jérémy avait fait, je crois, 135 jours de quarantaine. Donc, ça pèse sur le mental, tout ça. On ne voyait pas trop où on allait. Moi, je ne pouvais plus bosser. Enfin. Donc, du coup, on s'est dit, OK, tant pis, on rentre. On verra quand tout se réouvrira aussi. Et puis, lui a continué. Lui est toujours correspondant Asie, mais on est basé à Rennes. Un peu compliqué aussi. Mais c'est différent. Et est-ce que tu aurais imaginé, avant d'avoir ton enfant, que ça puisse avoir un impact comme celui-ci sur ta carrière ? Tu avais une idée ? Même vous, d'ailleurs, de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact quand même d'une manière ou d'une autre sur votre carrière ou... Moi, j'ai pas l'impression. Ouais. Non. Enfin, j'ai gardé le même rythme de départ. Ça m'a pas empêché. J'ai pas l'impression d'être passé à côté de reportages ou de m'être privée ou d'avoir renoncé ou fait des choix. Encore une fois, j'ai ce confort du mec sédentaire, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas eu d'arbitrage compliqué à faire comme tu as pu faire. Ouais. Et tu restes aussi longtemps sur le terrain ? Non, je reste moins longtemps. Enfin, après, je partais jamais très longtemps parce que déjà, j'aimais pas trop ça. Okay. Moi, ça me dérange pas de partir souvent. En revanche, au bout de 10 jours, ça... Je sais pas, je vois plus... Tu vois, j'ai plus la fraîcheur du regard, l'excitation. Et ça s'émousse très vite chez moi. Donc, et là, maintenant, en plus, il y a le manque physique. C'est-à-dire qu'une semaine, je la gère bien.
Et après, et pour elle et pour moi, je pense que et pour mon mari, ça a commencé à être un peu long. Donc, après, pour match, on bosse sur de l'hebdo. Ouais. Donc, en général, tu fais un bouclage. Donc, c'est une semaine. Et en plus, tu dois écrire ton papier dans l'avion. Donc, tu rentres, tu es tout à fait. Enfin, moi, j'atterris. Je vais directement à l'école avec ma valise. Après, je vais faire les courses. Je mets mon tablier de Brie Van de Camp et je fais à bouffer. Tu vois, moi, je replonge direct dans la vie quotidienne. En fait, j'ai pas de sas. Ouais. Mais en même temps, c'est bien. Ça t'évite de trop cogiter sur ce que tu as vu, des éventuels traumas. Enfin, j'essaie, d'arriver à peu près de décharger à la maison, quoi. Okay. Il y a une anecdote qu'on a loupée aussi tout à l'heure quand même, que je vais revenir, c'est la reprise du terrain pour Laurence quand même. À quel moment, parce que Manon, on a parlé un petit peu au téléphone, je balance direct. De quoi le fait que tu es allaitée encore. Ouais. Comment s'est passée ta reprise du terrain il avait combien de mois ton fils Nolan, il avait combien de mois? 6 mois. 6 mois à peu près, 5-6 mois. 5-6 mois. Ouais. Donc, vu que je me suis luxé le coccyx en accouchant, du coup, on devait quand même partir fin juin, début juillet. Et grâce ou à cause de mon coccyx, en fait, quelque part, ça m'a arrangé. Je ne pouvais pas travailler. Je pouvais pas à peine me lever. Enfin, franchement, c'était très, très contraignant, cette histoire. On peut se luxer le coccyx en accouchant, sachez-le, c'est un peu chiant. J'ai encore mal aujourd'hui. Bref, peu importe. Et en fait, donc du coup, ça a décalé de 2 mois où là, fallait y aller, quoi. J'ai allaité mon fils. Je voulais conserver l'allaitement, qui n'était pas exclusif parce que du coup tirer le lait ça me demandait trop avant de partir, ça me demandait trop d'énergie, donc je suis partie avec le tire-lait du coup pour conserver l'allaitement en Syrie. Ok. Donc à l'aéroport d'Istanbul, en fait c'est vrai qu'au début t'as quand même beaucoup de lait, donc c'est très douloureux. Il faut quand même tirer son lait. Mais en fait, tu tires pour soulager, et j'ai voulu tirer tous les jours pour conserver. Pour pouvoir à nouveau allaiter en revenant. Réussi, mais c'était limite. J'ai réussi. J'ai tenu jusqu'à l'Israël, ou rebelote. Mais j'avais presque plus de lait. Attends, raconte-nous comment tu fais sur le terrain. Je tire le lait en voiture. Dans la voiture. Dans la voiture. Mais elle avait un truc avec une pompe qui faisait vachement de bruit. Oui, j'avais. Ça faisait. Du coup, t'as pas les portatifs. J'avais un truc. J'avais un tire-lait qui, en fait, qu'on m'a prêté. J'avais pas les bons trucs, ça marchait pas. Donc j'avais loué un tire-lait depuis le début de l'allaitement, qui était assez lourd et assez contraignant, mais qui marchait bien. Je l'ai pris avec moi, avec une petite glacière et tout. Et je faisais ça dans la voiture. C'est vrai que ça fait du bruit. Et du coup, t'as conservé. Mais surtout après, elle avait son flacon. Putain, merde, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est trop dommage. Quel gâchis, quoi, de l'or blanc. Bon, je l'ai jeté, du coup. Il faisait très chaud. Mais j'aurais. En pleine interview, tu sais, en plus, c'est que des mecs. Là, elle me fait, oh putain, j'ai une montée de lait. Je dis, en fait, c'est ça. Et tu as peur que ce soit un coup d'avoir. En fait, il faut toujours mettre des trucs et tout. Enfin, c'est toute une logistique, franchement. En plus, c'est fatigant parce qu'il faut le faire le matin et le soir. Quand t'es fatigué, tu dois tirer ton lait. T'as un temps qui est incompressible. Et ça, franchement, du coup, c'est hyper fatigant. Et ça fait mal quand tu tires pas ton lait. Vraiment, ça fait mal. Donc ça, c'était vraiment, fallait le gérer. Après le deuxième reportage en Israël, j'avais quand même moins de lait, mais j'ai quand même dû tirer. Et après... et comment ton fixeur et ton chauffeur te voient quand t'es avec ton tire-lait comme ça? Moi, je m'en foutais dans la voiture, je le faisais discrètement. J'avais un t-shirt aussi pratique. T'as le voile, tu peux mettre. Ouais, tu peux te cacher pour le faire. Non, franchement, de toute façon, j'avais pas le choix. C'était obligatoire. Et donc j'ai fait ça, ouais. Et là j'allaite encore, mais vraiment je suis sur la fin, j'essaie de pousser, mais j'arrive plus. Là, il veut plus, là, le petit loustic, il veut plus, il a plus envie. Mais bon, je suis vraiment sur la fin de l'allaitement, là. Et t'as eu cette problématique, toi, Manon? Ah non, moi je l'ai regretté, je voulais pas allaiter. Bon, bah comme ça, tranquille. C'était plié, et je t'expliquais que du coup mes enfants faisaient leur nuit à 3 semaines, je peux dire. On est toutes jalouses. Elle nous a dit ça avant l'émission, on est toutes jalouses. Mais quand tu donnes le biberon, en fait, ils dorment beaucoup plus vite, et surtout, tu fais une nuit chacun. Donc moi, en fait, j'étais en pleine forme juste après, parce qu'une nuit sur 2, je dormais. Oh, la chance. Comment vous préparez vos enfants au départ? Comment vous faites, surtout pour toi, à mon avis, qui sont plus âgés? Toi, ça commence un peu avec Jérémy, parce qu'elle commence à poser des questions. Qu'est-ce que vous leur dites? Et est-ce que vous avez l'impression que ça peut avoir un impact sur leur développement, sur leur relation? C'est une question qui revient énormément. Quel impact ça peut avoir, une maman qui part très souvent sur le terrain? Écoute, moi, l'impact, je le vois beaucoup sur ma deuxième fille, donc celle qui a 8 ans, qui, au CP, en fait, refusait complètement d'écrire. Et ça n'a pas pris longtemps à la psy pour me dire, mais votre travail à vous, c'est quoi déjà? Écrire? J'avoue, ok. Donc, on a fait des séances ensemble. On a travaillé vraiment avec la psy et ma fille Gemma.
sur le fait que l'écriture était très synonyme de séparation pour elle et de privation de sa maman. Donc en fait, c'était des choses dont elle voulait pas entendre parler. Donc on a essayé de mettre en place un espèce de protocole pré-départ. Donc je lui montre sur une carte où je vais, on calcule ensemble les kilomètres qui nous séparent, le temps de trajet que ça représente. Donc on écrit le nombre de dodo, d'où mon stress de bien tenir mon agenda. Et puis j'essaie d'aborder le pays sous un prisme pas trop anxiogène pour une gamine. En elle adore la danse, donc j'essaie toujours de trouver une musique du pays en question et de lui montrer des danses traditionnelles du pays en question. Je lui parle de ce que je vais manger, je lui montre le genre de vêtements que je dois porter là-bas. Enfin, j'essaie de faire un truc assez pédago, Montessori, machin, mais en tout cas, en fait, la psy me disait qu'il faut qu'elle arrive à se visualiser sa mère sur le terrain, en fait. Ce qui est inquiétant et anxiogène, c'est finalement l'espèce de page blanche sur laquelle elle pourrait coller plein de trucs. Et c'est vrai que depuis qu'on met ça en place, ça va mieux. Je te dis pas qu'encore une fois, on a réglé tous les problèmes, mais elle écrit déjà. Enfin, tu me diras, en CE2, c'est une bonne nouvelle. Mais, jusqu'à quel âge elle a eu ce blocage c'est tout le CP. Ok. Tout le CP. Et donc, du coup, à partir de ça, on s'est mis. Et quant à sa sœur aînée, en fait, ça prend pas les mêmes formes. Elles n'ont pas les mêmes caractères. Donc, chez l'aînée, ça peut plutôt revêtir une forme d'un peu d'agressivité, tu vois, juste avant le départ, où elle est très énervée, très susceptible. Ça tombe toujours sur son père, en plus, le pauvre vieux qui lui reste. Donc, c'est assez injuste. Mais en fait, tu vois, c'est devenu leur quotidien aussi, une maman qui part une semaine par mois. Et par ailleurs, quand je suis là, je suis vraiment là. Je vais les chercher à l'école le mercredi matin. Enfin, le mercredi, c'est pour elle. Quand elle rentre de l'école à 18h, je suis à la maison. Donc, en fait, en cumulé, j'essaie de leur montrer. Et c'est vrai, c'est pas que je suis pas moins présente, en fait, qu'une mère qui aura un autre métier. Donc, elles sont pas perdantes. Enfin, et puis, vraiment, ça devient un rythme qui est celui de toute la famille. Tu vois, qui s'articule autour des départs, des retrouvailles. Et on y arrive... Les départs sont toujours compliqués, mais les retrouvailles sont toujours très jolies, en fait. Donc, tu vois, avant les enfants, j'avais ce que mon mari il appelait le syndrome J-2, J+2. Donc, juste avant de partir, t'es déjà là-bas, t'es pas sympa, t'es pas réceptif. Puis quand tu rentres, t'es encore là-bas. Ouais. Et le fait d'avoir des enfants, moi, je trouvais que c'était des super garde-fous, en fait. Je peux pas, matériellement pas, me permettre d'être déjà, tu vois, empêtrée dans mes logistiques de reportage alors que je suis encore à la maison. Et quand je rentre, je leur ai manqué. Donc la moindre des courtoisies, tu vois, c'est de nouveau à fond avec elle. Et en fait, tu y arrives. Enfin, c'est un aller-retour qui est devenu assez naturel. Il n'y a pas un petit côté, moi je ressens parfois être un peu schizophrène, c'est que t'es reporter sur le terrain et en quelques heures d'avion, il faut que tu redeviennes une maman qui fait à manger, qui fait des biberons, qui change les couches. Et des fois, c'est quand même des vies quand même qui sont vraiment aux opposés, aux antipodes, et de changer comme ça de mode, c'est pas évident quand même. Non, mais je te dis, avec le temps, en fait, c'est un cercle vertueux aussi, parce que tu prends tes marques, elle, à chaque fois que tu reviens, elle prenne confiance sur le fait que tu vas bien revenir. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'angoisse que tu reviennes pas, mais quand ça fait 15 fois que tu leur dis je serai là et t'es bien là, tu vois, tout d'un coup l'angoisse elle descend. Et puis si toi tu ne leur communiques pas non plus, ça aussi c'est un bon exercice. Avant d'aller en Ukraine, la première fois, je faisais pas la mariole, c'était première guerre avec des bombardements, enfin où tu vois, moi j'étais plutôt habituée à des guérillas. Où du coup il s'agit de pas trop s'approcher, tu t'en sors là, c'est la roulette russe, c'est le cas de le dire. Et là j'étais vachement angoissée, donc je pense qu'elles l'ont senti. Et là sur le redépart en Ukraine, il y a 15 jours, ça allait beaucoup mieux. Parce que moi en fait, je savais qu'à moins d'aller faire la crétine sur la zone de front dans le Donbass, ce que j'étais censée aller faire, je me mettais pas trop en danger, quoi. Et de toute façon les enfants c'est des éponges. Si tu culpabilises, ils appuient dessus. Si t'as peur, ils se nourrissent de ta peur. Donc, les adultes, c'est nous. Tu vois, moi, j'essaie de me comporter le plus possible comme une adulte, en fait. D'être rassurante, enveloppante, et en même temps de dire, les meufs, je vous adore. Mais en fait, j'aime mon taf. Et si je suis maman à plein temps, je vais pas être une maman sympa. Je vais être frustrée. Donc, voyons comment on peut tous les quatre, là, faire en sorte que chacun y trouve son compte, quoi. Est-ce que vous avez peur qu'ils vous en veuillent plus tard ? Est-ce qu'ils vous le reprochent ? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Pour le moment, elle ne parle pas encore, elle a 15 mois. Tu aurais fait autre chose, elle te reprocherait quand même des trucs, t'inquiète. Ouais. Non, mais tu vois que c'est un peu, ça fait partie de la construction d'un gamin d'en vouloir à ses parents. Moi, je pense pas qu'on soit plus détestable parce qu'on fait ce métier-là. Enfin, quelque part, c'est un modèle quand même pour eux, pour elles.
de savoir de choisir un métier qu'elles aiment ou qu'ils aiment, et d'avoir cet exemple de parents aussi épanouis, quoi. Ouais. Donc, pour leur choix de carrière plus tard, c'est important. Toi, c'est quand même une chance incroyable de faire un métier qui te passionne. Ouais, Enfin, c'est rare. moi, j'arrive pas encore à réaliser que je suis payée pour faire ça, tellement j'y prends du plaisir. Et c'est vrai que je pense que pour des gamins, c'est chouette de voir ça. Et puis si c'est bien, enfin comme tu disais Manon, si t'expliques à tes enfants aussi que ça fait partie de ce que t'aimes, mais que tu les aimes aussi et que ça va ensemble, il n'y a pas de... Je pense Tu sais, qu'il y c'est a un pas de peu comme quand difficulté. t'as un nouvel enfant, enfin, vous verrez. Non. Le premier, il a peur, ou pas. Le premier a peur que ton cœur ne soit pas... Tu vois, et donc moi, j'avais vraiment eu cette image de dire, le cœur est grossi, en fait, avec l'autre enfant, ou les centres d'intérêt, ou l'amour. Et donc moi, je dis que j'avais un cœur tellement énorme qu'il y avait de la place pour l'une, pour l'autre, pour mon taf, et un peu pour leur père. Mais ouais, je pense qu'il faut parler. Comme souvent, en fait. Il y a quand même de questions aussi sur... Et ça, d'ailleurs, c'est une question que je me pose et que j'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est comment réussir à trouver du temps pour soi au retour de reportage avec un enfant, un bébé. C'est-à-dire que justement, on le disait, on switch de mode. On est souvent épuisé par les tournages. En général, en plus, on essaie de compresser au maximum les temps pour pas partir trop longtemps. Donc, on se met la pile sur le terrain. On rentre, on est crevé. On arrive, on doit être mère de famille. Aussi un peu son couple, essayer d'entretenir son couple, mais aussi C'est ça qui est, vaguement, c'est ça qui est pas simple. et puis aussi soi, quoi. Il y a des moments, on a envie d'avoir des trucs à soi aussi, de passer du temps pour soi. Vous arrivez à trouver tout ce temps-là, toi avec ton mec en plus qui est tout embarré. C'est vrai que c'est une problématique chez nous. Parce que quand il rentre, j'ai un peu envie quelquefois de lui dire genre tiens, et puis moi je me tire et je vais faire autre chose. Mais en fait, t'as envie de passer du temps en famille, t'as envie de retrouver ton mec, t'as envie de retrouver ta famille aussi, d'être tous les trois. Parce que sinon, alors, papa est pas là, il y a maman, et quand papa rentre, il n'y a plus maman, c'est pas cool. Donc ça, c'est une vraie question, ouais. Moi, je pense que pour ma part, il a 8 mois et demi, et j'ai pas encore totalement repris le même rythme qu'avant. T'as plus de vie sociale le soir. J'ai plus de vie sociale le soir. J'arrête pas de Super. l'inviter, elle vient pas. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai plus de vie sociale le soir pour l'instant, ou très peu. En fait, je suis crevée quand même. Mais surtout que j'ai pas retrouvé mon rythme de croisière de travail. C'est-à-dire que il faut encore que je trouve ma façon de travailler, la durée de mes départs, parce que souvent je faisais des départs où je savais quand je partais mais pas quand je revenais. Ça, je peux plus faire. Donc du coup, c'est compliqué. Il faut que que je puisse me dire. Ouais, il faut que je me réorganise. Donc du coup, j'ai quand même un peu du temps pour moi la journée parce qu'il est gardé par une assistante maternelle qui est très arrangeante et super chouette. Donc, et en même temps, j'ai l'impression que j'en ai pas non plus. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais je pense que c'est pas simple du vrai temps pour soi. Je trouve que j'en ai pas encore. Pourtant, j'en ai factuellement, mais je suis toujours en train de faire un truc de logistique. Oui. La maison, C'est pas pour soi, en fait. Ça. L'appart, préparer d'autres sujets, penser à des trucs administratifs et tout. Du coup, t'es un peu noyé là-dedans, je trouve. Je suis assez d'accord. Moi, ça fait un an que j'ai pas été chez coiffeur. Voilà. Alors, moi, par contre, j'ai réussi à y aller. Mais ça se voit pas, mais j'ai réussi à y aller. Non. Mais vous êtes encore dans le dur parce que les petits, ils sont petits, nos enfants. Moi, j'ai du temps. Ça, c'est cool. Ça. Non, mais elles sont à peu près autonomes à 8 et 10 ans. Mais tu vois, c'est assez récent, le moment où je me suis dit, je suis assise sur le canapé depuis 1 heure et personne ne m'a rien demandé. Tu vois, et je dis, oh, quel miracle. Et c'est arrivé, tu vois, quand elle avait 4 et 6 à peu près. Mais là, la journée, elles sont à l'école. Donc, moi, j'écris, mais moi, je lâche pas sur, tu vois, moi, le sport. Enfin, si je fais pas de sport, je suis vraiment pénible. Donc, j'y vais 3 fois par semaine et c'est sanctuarisé. Ça, c'est cool, ça. Et du coup, maintenant, j'ai le temps de faire ça et d'aller au bureau et de faire à manger. Waouh, ça c'est impressionnant. Ben non, elles sont grandes, elles sont plus grandes. Et quand tu es sur le terrain, tu arrives à garder un pied dans le quotidien, c'est-à-dire le quotidien régalien de l'enfant. Je sais pas, je sais qu'il y a des consoeurs qui veulent savoir s'il a bien mangé le soir, si elle est bien habillée. Si... moi, je veux tout savoir. Ah ouais, parce que moi, je coupe totalement quand je suis sur le terrain, je ne veux rien savoir. Moi, le soir, il y a si des mon mec briefs. gère. Il y a le soir, il y a des briefs. Non, mais le soir, moi, avec Luc, on parle beaucoup le soir. Mais quand je peux, quand il y a des fois on peut pas. Mais le soir, quand j'ai le temps, quand je suis en train de backuper mes photos, j'ai un temps incompressible où je backup mes photos, je suis à côté de mon ordi,
Donc là, du coup, je l'appelle et là, on discute et puis on parle de travail, on parle surtout de notre fils aussi. Enfin, du coup, tu restes connecté, genre, t'as bien acheté les vaccins, t'as bien pris les rendez-vous chez le pédiatre. Ouais, tu restes il est connecté bon en à ce logistique, truc. Luc. Il est bon en Et logistique. t'as pas besoin de lui... Ouais, c'est pas comme le mien qu'il faut lui Non, répéter. enfin, ça dépend. ouais. Il y a des trucs. Là, tu vois, là, il y a Si des tu trucs. nous entends. Non, mais il y a des trucs. Si. Mais si, non, il est. Ouais, il y a des trucs où que. Bien sûr, mais. Ou sinon, j'envoie un petit message sur WhatsApp ou quand il y a un rendez-vous chez les médecins, évidemment, je vais lui demander, quoi. Donc, non, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Moi, je cale avant le départ. On se fait une espèce de. Le mien aussi, il aime bien les tableaux Excel. Donc, en fait, tout est. Donc, chacun rentre dans les activités diverses et variées ou les rendez-vous. Quand on a 2, c'est x2. Et puis, donc, tu as l'orthophoniste, le psy, le machin. On fait un point avant de partir sur les sorties. Puis après, par contre, sur place, non, je ne fais pas inspecteur des travaux finis, tu vois. Je lui fais confiance, je sais qu'il... Ouais, c'est pas inspecteur, c'est juste veux savoir comment ça va, se passer la journée, tu vois. Et moi, elle me le raconte, du coup. Oui, elle te le raconte. Ouais, moi, c'est un bébé Bah encore. oui. Ouais, il peut pas. Ouais. C'est pas pareil. Plus tard, ce sera la même chose, mais c'est vrai que vu que c'est un bébé, tu sais s'il a bien mangé. Tu checkes tout, ouais. Ouais. Bah grave. Il a bien mangé à quelle heure? Tu me demandes toujours à l'assistante maternelle, il a mangé à quelle heure pour savoir à quelle heure il va manger le soir, enfin, tu vois. C'est dingue. Moi, je crois, au début, je voulais être comme ça. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, j'arrivais pas à être pleinement dans mon reportage. Ça me prenait trop de place mentale. Donc, du coup, je coupe complètement. Et puis, bah, tant pis, mon mec se démerde. Et puis, il y arrivera quand même. Hein, il y arrive toujours. C'est pas On a exactement rarement comme vu des mecs tuer leurs enfants. Non, voilà. Et puis, Au voilà, pire, ils mangent mal, ils sont mal habillés. Exactement. Ils sont pas très bien lavés. tous les soirs. Voilà. Mais tu le vois pas, donc c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et toi, Jérémy, il garde un peu un pied dans le quotidien quand il est sur le terrain ou il te laisse tout gérer toute seule Je sais qu'il part, moi je rentre dans le tunnel. Ok, d'accord. Et là, Mais c'est intéressant d'avoir l'autre côté du coup. Alors raconte-nous ce que c'est quand tu restes seule avec l'enfant. Bon, j'ai un toi, il part boulot longtemps, en qui ne nécessite pas de partir longtemps, ou beaucoup, mais j'ai quand même régulièrement des déplacements. Je travaille parfois le week-end, je pars parfois le soir. C'est pas toujours évident de savoir à quel moment je rentre ou pas. Donc, quand il n'est pas là et que c'est cas-là, heureusement qu'il y a mes parents qui sont pas très loin et qui peuvent filer un coup de main. Sinon, ce serait impossible. Mais vraiment impossible. Ouais, c'est pareil, on peut parce pas gérer ses parents. on a une nounou, etc. Mais enfin, à un moment, elle rentre chez elle aussi et c'est normal. Et puis, il n'y a pas toujours des babysitters. Et puis, quelquefois, c'est vraiment au pied levé. Donc, et c'est vrai que Jérémy part parfois 2 semaines, 3 semaines, Ah oui, lui, c'est long, un hein. mois. C'est sûr, Donc un ça mois, peut être c'est vraiment long. C'est long. Alors, en janvier dernier, quand il était en Birmanie, c'était quasiment un mois. Et puis, sans avoir la possibilité nécessairement de pouvoir s'appeler ou... Enfin, donc, clairement... Mais lui, quand un mois sans voir sa fille, ça va? Ça va. Ah, d'accord. Ça semble aller. Il est très content quand il rentre. Et quand il rentre, alors là, pareil. Alors, il emmène Ada à l'école tous les matins. Le soir, il va la chercher. Il s'en occupe. Il fait plein de trucs. Par contre, quand il part bosser, il part bosser. Alors, on s'appelle un peu. C'est cool parce qu'aujourd'hui, il y a des WhatsApp, FaceTime, machin. Donc, elle peut le voir un peu. Coucou papa. Bah, elle comprend qu'en général, avant qu'il parte, c'est pareil. On explique. C'est pour ça que c'est pas cool quand il part du jour au lendemain, parce que là, ça fait Les départs à dernière minute, c'est l'enfer. Ouais, ça c'est vraiment pas sympa et pour moi et pour notre fille. Mais quand on peut anticiper un peu, il dit je vais partir tel jour, je vais là. Pareil, il lui montre sur un globe. Et puis on essaie de s'appeler de temps en temps, au moins pour qu'elle... C'est elle qui demande souvent, le matin ou le soir, on peut appeler papa. Et donc j'envoie un message pour savoir s'il est disponible, parce que c'est pareil, hein, t'es pas toujours disponible, même mentalement en fait. C'est compliqué et on fonctionne comme ça, mais c'est vrai que en termes de logistique et tout, là c'est sport. Ouais, t'as beaucoup de chance d'avoir un mec qui est stable et qui est le pilier de la maison. Parce Mais là, en l'écoutant, on me dit que c'est elle l'héroïne, parce que sinon, celui qui reste, c'est l'enfer. Bah ouais. Vive les maris hôteliers, hein, je vous dis. J'avoue, c'est pas mal quand même. Laurence, il te manque ton bébé quand t'es sur le terrain? Ouais. Beaucoup? Ouais. Comment tu Petit père, non mais attendez, vous allez Petit rigoler. père, Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris des vidéos de lui tout le temps, bien sûr, mais quand j'adorais l'allaiter. Ouais. Il faisait des bruits que j'aimais bien. Donc je l'ai enregistré. T'es complètement gaga. J'ai enregistré quand je l'allaitais. Il faisait des bruits, je te jure. Et attends, mais hier, j'étais ici en France, hein, j'étais en train d'écouter dans la rue, en plus dans le métro, je faisais gaffe pour pas que les gens voient et j'écoutais. Madame, il faudrait les consulter bientôt. Ouais. J'adore, ouais, je te jure. Non, mais il me manque beaucoup. Il me manque, je regrette pas du tout, évidemment. C'est un peu dur pour moi de retrouver ma place dans le travail. Ça va prendre un peu de temps. Dans l'idéal, j'aurais voulu avoir 2 enfants.
Ouais. Ouais, des jumeaux, j'aurais bien aimé parce que je suis jumelle. Mais en fait, ça va pas se faire parce que mon compagnon a déjà 3 enfants, donc ça fait 4 maintenant. Ouais, ça fait beaucoup là. Ouais. Mais et puis même, j'ai trouvé la grossesse difficile et l'après pour moi, il est dur. Il est encore dur à 8 mois. Après 8 mois, j'ai encore des problèmes. Là, le rythme va se refaire, mais là, je suis partie 3 jours en Finlande, nickel. Ça fait du bien aussi. La durée, ça. 3 jours, 1 semaine, ça va. 10 jours, 2 semaines, c'est plus compliqué. Entre guillemets, babysitter l'enfant, entre guillemets, hein, et assurer l'éducation, quand même. Oui, parce que quand c'est comme parce ça. Que tu dis, t'as loupé la rentrée de tes filles. Moi, je vois Jérémy, quand il est rentré un jour, j'ai fait Ada, elle a plus de couche la nuit. Ou Ada, maintenant, elle va sur le pot. Enfin. Et donc, il y a Ouais, ça, c'est vrai que c'est. Et ça vous fait peur, ça, de rater des moments importants Moi, j'étais terrifiée de rater les premiers pas de ma fille. Ça se passe toujours à peu près. Enfin, moi, je les ai jamais ratés. Après, j'ai raté la première dent. Bon. En même temps, du coup, j'ai pas eu les cris qui l'accompagnaient. C'est moi qui fais ses dents, il y a toujours pas une qui sort. Oui, voilà. Mais donc, cette histoire. Mais la rentrée, je l'avais ratée cette fois-ci. Donc, pour Laurence, je l'avais ratée quand les talibans ont repris Kaboul. Évidemment, il avait repris fin août, c'est con, donc t'étais obligé. Et là, en fait, je leur ai dit, oui, mais parce qu'ils sont revenus, il y a plein de petites filles qui feront pas la rentrée des classes, plus jamais. Donc je m'excuse, et c'était un peu dur, mais là, cette année, il n'y avait pas de gros enjeux. Tu sais, c'était rentrée CE2, CM2, là, la rentrée au collège. J'ai prévenu la rédaction, ils peuvent avoir un tsunami, un coup d'état, machin. Moi, je serai là, le jour de la rentrée. Tu vois, de collège. Parce qu'effectivement, j'ai pas envie d'être trop étrangère à l'éducation. C'est vraiment important, ouais. Et tu disais, parfois, tu as des remarques d'autres parents d'élèves ou Ils me des le disent. pédiatres, des médecins, des gens. En général, tu as des remarques un peu sur le fait que tu parles? Les parents d'élèves, non, mais je vois bien comment ma fille rentre de l'école avec un air catastrophé qu'elle n'avait pas du tout avant de partir. Donc j'ai un peu dit gentiment aux uns et aux autres que s'ils pouvaient éviter de l'angoisser alors qu'elle ne l'était pas, ça m'arrangerait. Après, t'as toujours des raccourcis. Enfin, la psy qui faisait le parallèle, elle veut pas écrire parce que toi t'écris. Je dis, écoutez, moi je veux bien, mais on va essayer d'étoffer un peu ça parce que je pense pas que ce soit que ça. Tu vois, c'est un peu facile de te mettre sur le dos. Oui, parce qu'il y a plein d'autres enfants qui ont des blocages à l'écriture. Oui, voilà, je veux bien prendre ma part de responsabilité, mais encore une fois, je veux pas qu'on me culpabilise à outrance, parce que je le fais très bien toute seule. Donc, et mon mari, il est super là-dessus, tu vois aussi. Il me déculpabilise beaucoup, il me décomplexe en fait, tu vois, en disant à ses filles, mais je vous suffis pas ou quoi? Enfin, ça, pendant une semaine, maman elle est pas là, mais papa il est là, il est super papa, et ça passe quoi. Vous avez jamais eu chez le pédiatre? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non, mais un enfant a besoin de sa mère, faut pas partir, elle est trop jeune. Faut changer de pédiatre. Non. Tu vas pas chez le pédiatre, elle est tranquille. Ma pédiatre, je lui ai dit, je pars une semaine. J'ai pas osé dire 8, 9 jours, 10 jours. Tu vois. T'as J'ai menti dit un une peu semaine, quand j'ai même. menti, ouais. C'est J'ai comme la beaucoup vitamine menti. D, ça remonte aussi. Et elle me dit, rien, vous inquiétez pas. Ah ouais? Il va pas se rendre compte. Et surtout à cet âge-là. Ah ouais, moi j'ai été hyper culpabilisée, moi. Ah ouais? Ah ouais. Sage-femme, tout le monde. Ah ouais. Non, moi Dès le j'ai eu de début, la ouais. chance là-dessus. Hein. Même pendant la grossesse, quand je partais, Alors, déjà pendant les la sages-femmes grossesse, c'est me différent. La grossesse, on me dit que t'es un peu inconscient. Ouais, ça c'est a pas beaucoup. bien. Moi j'ai et beaucoup tout. de réflexions, mais du commun des mortels, hein, pas des personnels soignants. Ah ouais. Mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de réflexions, ouais. Beaucoup de gens qui se permettent beaucoup de choses. Pendant la grossesse, le fait de partir Pendant la après. grossesse, Ouais. on me posait des questions, même sur Instagram, on m'a posé beaucoup de questions. C'est très, très jugeant, je trouve, très jugeant. On a l'impression que d'un coup, ton corps ne t'appartient plus vraiment. Ouais, Enfin, on te dit quoi faire. Ouais. Mais Les ça, gens je peuvent pense que donner c'est leur le cas avis. de toutes les grossesses. Quand les gens te mettent la main sur le ventre alors que t'as rien demandé. Et que tout le monde a un avis sur il faut faire ça, etc. Et on te dit, mais tu verras, quand tu seras né, tu vas changer d'avis. Ça t'agace, tu sais. Enfin, il y a plein de choses comme ça que moi, j'ai un peu mal vécu. Mais le personnel soignant, non. Franchement, ma pédiatre, non, il n'y a pas de sujet. Pas de sujet. Moi, je préviens les maîtresses de mes départs. Ouais, Oui. ça on fait aussi. Tu vois, parce que des fois, Parce elle peut avoir des déficits d'attention parce que le premier jour, etc. Donc voilà, je leur dis juste ça. Enfin, j'envoie un petit message. Si jamais toi, le comportement change un peu à ce moment-là. Mais... Oui, de prévenir, comme moi je fais pour l'assistante maternelle, évidemment, Oui, ouais. parce que clairement la petite est pas pareille quand je pars. Ouais. Et elle compense un peu, je pense. Et dernière question, après je vais vous laisser Attends, pour je justement. finis juste un texto à Luc, justement, pour la logistique. Voilà, Parce que on est en direct sur la logistique Ouais, entre c'est reporters vrai. pour récupérer Non, parce que le j'ai fait gamin. une Je connerie, suis... là. Attends. Vas-y, Attends. je prends la question d'attendre. Vas-y. Est-ce que vous conseilleriez à votre enfant, à vos enfants, de faire notre métier?
Ah putain, c'est une question vache, ça. Elle est trop petite. Ah, moi, j'aimerais trop qu'elle fasse reporter. À 3 ans et demi. Mais si, mais c'est génial. Enfin, je veux dire, si elle aime autant que son père adore son métier ou que moi j'adorais la photo ou même aujourd'hui, j'adore ce que je fais, sinon je le ferais pas. Il n'y a rien de mieux. Comme métier ? Ouais. Comme métier ou comme... Ouais, parce que c'est hyper, je trouve, stimulant. Ça te met vachement en prise. Et en fait, moi, il y a un truc où je prends toujours du recul sur ah oui, c'est vrai que son père n'est pas forcément toujours là. Quelquefois, moi, je suis assez peu là aussi. Peut-être que, enfin, tu vois, où tu te culpabilises. Et puis, il y a des moments où aussi tu repenses à des endroits où tu es allé, des gens que tu as rencontrés et tout, et tu te dis ouais, ils sont quand même dans des environnements privilégiés, ça se passe bien, il y a plein d'amour autour d'eux. Alors oui, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, quelquefois c'est pas suffisamment ci ou ça, mais en vrai, tu vois, genre Ada, quand on l'a emmené en Thaïlande, Jérémy interviewait un homme qu'on a fait sortir d'un camp de réfugiés. Les Birmans sont parqués en fait depuis 10 ans, 15 ans. Enfin. Et le mec, avec le Covid, il pouvait plus sortir, bosser en agriculture. Il vivait avec l'équivalent de 6 € par mois pour toute sa famille. Et tu vois, enfin... C'est un métier qui remet les pieds sur terre. C'est un métier qui remet les pieds sur terre direct. Ouais, tu vois, genre... Ça va. Ça te fait prendre du recul quand même sur ta condition, tu vois, ça c'est sûr. L'essentiel, c'est, je pense, d'être à l'écoute et tu vois, genre, d'écouter ce que te dit ton enfant et puis de lui parler beaucoup. Et puis après, elle fera ce qu'elle voudra. Ah ouais, moi je m'imagine tellement l'emmener avec moi partout. Là, j'ai tellement hâte qu'elle grandisse, qu'elle puisse commencer à tenir une caméra, l'emmener, je sais pas, en Amazonie avec moi. Enfin, pas sur un terrain de conflit, évidemment, pas sous les bombes, mais dès que c'est un reportage un peu plus cool, je sais pas, l'Amazonie, le Brésil, j'aimerais tellement qu'elle soit mon assistante. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Je sais qu'elle va aller à l'école quand même à un moment. Elle aura sa vie. C'est vrai que c'est un métier qui est passionnant. Franchement, c'est une telle richesse, il n'y a pas de routine. On est capable, on rencontre des gens dans différentes classes sociales. Tu vois, tu travailles en bas de chez toi et en même temps, tu vas rencontrer un président et tu vas rencontrer des combattants. Voilà, donc c'est passionnant. Mais par contre, moi, alors, autant s'il veut être journaliste, mais ok. Mais par contre, le reporter de guerre, couvrir des terrains de guerre, franchement. Non. Ah ouais? J'aimerais. Je trouve que c'est dangereux. Peur pour lui? Je trouve ça trop dangereux, là. Elle fait ça. Mais justement, c'est parce que je le fais que c'est dangereux. Et toi-même, tu sais que c'est dangereux. Tu sais bien que. On a vécu des moments ensemble, Laurence et moi. Oui, je fais confiance, mais attends, moi, je me suis fait confiance aussi. Et heureusement, tout va bien. Mais en même temps, on a vécu tellement des choses. Camille, on s'est trouvés ensemble, des terrains ensemble. Quand même, c'est quand même la loterie, quoi. On a vu des confrères qui ont été tués. Il y a des trucs. Du coup, vu que c'est mon fils, vu la mère poule que je risque de devenir, ou peut-être que je suis déjà, je l'empêcherai jamais, évidemment. Ça serait drôle que tu l'empêches de se battre. Je ne pourrais pas l'empêcher, il fera ce qu'il veut. Mes parents ont accepté ce métier quand même, tu vois, donc je leur rends hommage. Mais en vrai, j'aimerais pas qu'il choisisse les terrains de conflit, quoi. J'aurais peur pour lui, tu vois. Documentaire animalier, par exemple. Les animaux. Dangereux, documentaire animalier parfois. Tu trouves que c'est dangereux aussi? Les hippopotames, vous savez que c'est l'animal qui les tue le plus. Je te jure, j'avais pas réalisé à ce point-là. Ah si. Non, en vrai, il peut faire ce qu'il veut, mais s'il peut vider les terrains de conflit, ça m'arrange. Ok. Ne fais pas comme moi. Le message est passé, Nolan. Voilà. Ah la vache. Et toi, du coup Moi, maintenant, elles sont déjà assez grandes pour que je te dise que je sais qu'elles feront pas ça. Ouais. Enfin, je les vois pas. Elles ont déjà une personnalité. Alors déjà, elles n'ont pas du tout envie de faire ça. Elles me disent qu'elles feront tout sauf mon métier. Donc. Ça, j'en ai peur. J'ai vraiment peur qu'elles prennent mon métier en gros. C'est possible. Hein. Il y en a une qui veut être prof de tennis et l'autre danseuse. Donc à ce stade, voilà. Elles ont peut-être le temps de changer d'avis, mais je peux même plus projeter ça sur elles parce que vraiment, elles sont une espèce de rejet, mais c'est ça en fait. Puis tu sais, les enfants, c'est toujours un peu réac. Donc elles pensent que quand même, très bien, leurs mamans, elles sont un peu fières, mais elles sont des bonnes mamans, et que donc elles seront là à la maison pour leurs enfants. Je dis, ouais, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. Donc là, moi, je les fais pas rêver une seconde. Attends, moi, j'ai tellement peur de ça qu'elles prennent en grippe mon métier, là. Tu auras peut-être différentes périodes à un moment. Tu auras probablement différentes périodes. Mais si elles voient une maman heureuse, c'est apprendre qu'un parent épanoui dans son travail, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un parent qui n'aime pas son travail et qui... Puis transmettre une passion. Et transmettre le fait d'aimer son métier, peu importe le métier qu'elles choisissent. Que vos enfants, ces 3 filles, qu'elles choisissent. Et que mon fils, qui choisira plus tard, quoi. On verra.
C'était super intéressant en tout cas, franchement, merci beaucoup d'être venu. Merci à pour toi. l'invitation. Je trouve ça génial parce que vous avez vraiment des profils complètement différents, des façons de voir les choses complètement différentes. J'ai appris que Laurence était une maman poule, vraiment. Je le savais un peu. J'ai mais appris pas à ce aussi, point-là. moi aussi je l'ai appris, je t'assure. Voilà, j'espère que vous aimez ce genre de format. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou non, si vous aimeriez d'autres épisodes. Je pensais peut-être faire la même chose avec des sportifs de haut niveau, par exemple. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et comme je vous le disais en début de vidéo, cet épisode est sponsorisé par Incogni, qui est un service pour supprimer vos données personnelles qui sont vendues à votre insu par des courtiers sur Internet. Personnellement, j'avais pas du tout réalisé l'ampleur du problème jusqu'à ce que je m'inscrive sur la plateforme. Et là, en quelques minutes, Incogni a trouvé plus de 46 bases de données avec mes informations personnelles, et pas n'importe lesquelles, à mon numéro de téléphone, mon adresse, des informations sur mon travail, mes centres d'intérêt et même des informations concernant ma santé. C'est ultra flippant. Et en fait, ces courtiers, ils collectent vos données personnelles pour les revendre à d'autres entreprises qui, elles, vont les utiliser pour adapter leur publicité afin de mieux vous cibler, mais aussi pour ajuster leurs tarifs en fonction de votre profil. Par exemple, le prix des billets d'avion ou des assurances. Alors, la loi, théoriquement, elle vous permet de demander à ces entreprises de faire disparaître vos données sur leur serveur informatique. Le problème, c'est de savoir où sont stockées vos données. Et surtout, c'est une charge de travail colossale quand on le fait seul. Ce qui est génial, c'est que sur Incogni, tout est automatisé. Et en quelques jours seulement, ils ont déjà réussi à me faire disparaître de 18 bases de données. Et le travail est toujours en cours sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 60% pour un abonnement d'1 an en utilisant ce lien. Je vous le mets aussi en description. Merci infiniment à Incogni pour leur soutien. Et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.